Bonjour à tous, voici une présentation sur l'antibiogramme du Staphylococcus aureus. Cette présentation va détailler les résistances, les sensibilités ainsi que les conduites à tenir au laboratoire d'analyse médicale. Je me présente, je suis le Dr Sami Znibert, spécialiste en biologie clinique. Avant de débuter cette présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin d'être au courant des futurs cours et cas cliniques qui y seront postés. De plus, je vous présente mes dernières publications qui sont toutes disponibles sur Amazon. Tout d'abord, le guide de l'immunofluorescence au laboratoire selon les recommandations ICAP. Ensuite, un ensemble de 20 cas cliniques les plus fréquents en hématologie cytologique pour vous entraîner à interpréter les frottis sanguins. Enfin, 20 cas cliniques de bactériologie qui est en cours d'écriture. Cette présentation suit les recommandations de la Société française de microbiologie parue en juin 2024. Durant cette présentation, si des notions ne sont pas claires, vous pouvez toujours consulter ce document pour avoir toutes les explications. Voici le plan que je vais suivre. Tout d'abord, détailler les techniques utilisées en microbiologie pour réaliser cet antibiogramme, ensuite les résistances et les sensibilités de la souche sauvage, la conduite à tenir en pratique, enfin quelques exercices d'interprétation des différents antibiogrammes. Concernant les techniques, il y en a deux. La première, il s'agit de la détermination en milieu gélosé. Elle se fait sur milieu Müller-Hinton, qui est un milieu recommandé pour l'étude de la sensibilité aux antibiotiques des bactéries peu exigeantes. L'inoculum sera de 0,5 McFarland et l'incubation se fera en aérobiose, c'est-à-dire en présence d'oxygène à une température aux alentours de 35 degrés pendant une durée plus ou moins de 20 heures. Voici un exemple des milieux utilisés. Voici ce qu'on obtient après 24 heures d'incubation. Une autre technique est la détermination de la CMI par microdilution, donc c'est-à-dire la concentration minimale inhibitrice. Elle se fera sur milieu de culture, les bouillons Müller-Hinton ajustés en cation, c'est la nouveauté par rapport à la version 2023. L'inoculum sera de 5 x 10,5 unités formant avec une colonie par millilitre. L'incubation se fera également en aérobiose à une température de 35 degrés pendant une durée de 20 heures. Si ce n'est pas possible de déterminer la CMI par microdilution, il est possible d'utiliser des bandelettes en gradient réalisées sur gélose Müller-Hinton E. C'est une bonne alternative et ce milieu est idéal pour les antibiogrammes en diffusion ou bandelettes de test et il est conforme aux exigences de l'EUCAST et du CLSI. Maintenant, concernant la souche sauvage, toutes ces sensibilités seront étudiées lors de la réalisation de l'antibiogramme. Un petit rappel sur les différents modes d'action des antibiotiques testés. Il y a tout d'abord les bêta-lactames qui agissent sur la paroi bactérienne en inhibant la synthèse du peptidoglycane via la fixation aux protéines de lésion des pénicillines, également appelées les PLP. On a les glycopeptides qui inhibent la transglycosylation en se fixant au terminal dipeptide du peptidoglycane. On a une action au niveau de la membrane bactérienne, c'est l'exemple de la daptomycine, qui forme un canal ionique. Il y aura alors une dépolarisation et un efflux potassique, et comme conséquence la mort bactérienne. Il y aura également les lipopeptides semi-synthétiques, comme la dalvabancine, qui inhibe la synthèse de la paroi bactérienne grâce à une lésion au peptide précurseur du peptidoglycane, empêchant la transpeptidation et la transglycosylation. Il y a également la fluoroquinolone qui inhibe l'ADN gyrase et la rifampicine qui agit sur la synthèse de l'ARN. Il y a également ces antibiotiques qui agissent sur la sous-unité 50S des ribosomes, les cyclines qui agissent sur la sous-unité 30S des ribosomes, et enfin le sulfaméthoxazole et le triméthoprime qui agissent sur la synthèse des folates. Il y a bien sûr quelques résistances naturelles. Il y a tout d'abord la résistance à l'astréonam et au mycélinam, car ces antibiotiques présentent une faible affinité pour les PLP du Staphylococcus aureus. Il y a également les polymyxines, telles que la colistine, car le Staphylococcus aureus ne présente pas de membrane externe, il est donc insensible à la colistine. Enfin, on a les quinolones de première génération, tels que l'acide nalidixique, car l'ADN gyrase du Staphylococcus est non reconnu par l'acide nalidixique. C'est le cas de toutes les quinolones de première génération. C'est pour cela qu'il y a eu la synthèse de quinolones de deuxième et de troisième génération, dans lesquelles on a adjoint un atome de fluor en position 6 et 7. Ces deuxième et troisième générations sont quant à elles actives sur les Staphylococcus aureus. En pratique, voici la liste standard et la liste complémentaire conseillée par le CASFM. Une petite remarque pour l'ampicilline qui est obligatoire uniquement lorsque l'on teste les sensibilités du Staphylococcus saprophyticus. Ensuite, pour les listes complémentaires, ce n'est pas obligatoire, la daptomycine et la teichoplanine, mais les cliniciens s'attendent à retrouver ces sensibilités lorsque l'on est en présence d'une souche Staphylococcus aureus résistant à la méticilline.
Voici un exemple d'antibiogramme. Bien sûr, la position des antibiotiques n'est pas fixe, il y a juste quelques règles à respecter. Quand on voit un antibiogramme, il est toujours bien de séparer les différents antibiotiques en fonction des familles. Tout d'abord, il y a la famille des bêta-lactamines. Ici, on peut tester la pénicilline G et la céfoxétine. Un petit rappel pour la résistance aux bêta-lactamines, elle se fait via ouverture du cycle bêta-lactame de la molécule par la bactérie. On va placer le disque de pénicilline G. Si ce diamètre est inférieur à 26, la souche sera résistante. Si ce diamètre est supérieur à 26 et que la bordure est nette, la souche sera résistante. Si celui-ci est supérieur à 26 et que la bordure est floue, la souche sera alors sensible. Voici un exemple. Donc ici, on voit que le diamètre est suffisant, mais la bordure est nette, la souche est donc résistante. Ici, on voit que le diamètre est suffisant, mais la bordure est floue. Donc la souche est donc sensible. Un autre test, c'est le test à la nitrocéphine. On doit placer une colonie sur 2 disques de nitrocéphine. En général, la coloration apparaît entre 15 secondes et 5 minutes. Si aucun changement de couleur ne se produit en D1 les 5 minutes, le test est donc négatif. Cependant, le CASFM ne recommande plus ce test car il n'est pas assez sensible. Ensuite, il faut placer à tout prix un disque de céfoxétine. Ce test va permettre de déterminer la sensibilité à la méticilline. Le mécanisme, c'est via la synthèse d'une protéine liant les pénicillines additionnelles, qu'on appelle la PLP2A ou la PLP2C, qui présente une faible affinité pour les bêta-lactamines. Le support génétique, c'est le gène MECA et le gène MECC. On voit le gène MECA qui va synthétiser une PLP additionnelle. La détection se fait via un disque d'oxacilline, mais cela est de moins en moins utilisé au profit du disque à la céfoxétine, qui présente une meilleure sensibilité et une meilleure spécificité. On va alors placer ce disque de céfoxétine. Si le diamètre est supérieur à 27 mm, la souche sera donc Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. S'il est compris entre 22 et 26 mm, il s'agit d'une zone d'incertitude technique, une notion apparue en 2020 dans le CASFM. Il faudra donc réaliser des tests complémentaires. On fera donc la recherche du gène MECA ou du gène MECC, ou bien la recherche d'une PLP2A ou PLP2C après induction par une bêta-lactamine. Enfin, si ce diamètre est inférieur à 22, il s'agira d'une SARM. Les recommandations 2024, c'est de ne plus utiliser de disque de céfoxétine sur milieu gélosé, mais essayer de réaliser ça via la CMI directement, c'est un peu plus précis. Concernant la bordure d'inhibition, si la bordure n'est pas nette ou s'il n'y a pas de colonie visible, plusieurs solutions. Tout d'abord, examiner la zone en lumière transmise. Il faudra alors prendre en compte les colonies pour la mesure du diamètre. Sinon, si cela n'est pas possible, on pourra donc rechercher la présence du gène MECA-MECC ou d'une PLP2A après induction par une bêta-lactamine. Le CASFM recommande de ne pas utiliser ces différents antibiotiques. Et enfin, concernant les carbapénèmes, la sensibilité au carbapénème est déduite de la sensibilité de la céfoxétine. Un petit tableau récapitulatif qui va vous aider lors de l'interprétation. Donc voici les différents antibiotiques que l'on peut retrouver au niveau d'un antibiogramme. On se rappelle que la souche sauvage est sensible aux bêta-lactamines. Elle est donc sensible à tous ces antibiotiques. Si la bactérie présente une pénicillinase, elle sera alors résistante au PNIG, PNIV, carboxyticar, pénicilline et à l'amoxicilline. Cette sensibilité sera restaurée lorsque l'on va adjoindre l'acide clavulanique, qui est un inhibiteur de bêta-lactamase. Également la sensibilité à l'oxacilline, cette souche est également sensible à l'oxacilline, céfotaxine, imipenem et les C5G. Enfin, on a les souches résistantes à la méticilline. Elles sont résistantes à l'ensemble des antibiotiques excepté les C5G. Maintenant, on va passer au quinolone. On peut placer un disque de norfloxacine. Voici les différents mécanismes de résistance. Tout d'abord, on peut avoir une mutation au niveau de la cible, on peut avoir une réduction de la perméabilité membranaire, on peut avoir la synthèse de pompes MDR des flux, ou une modification des plasmides bactériens. Le dépistage, comme on a dit, se fait via le disque de norfloxacine. Si le diamètre est supérieur à 17 mm, cette souche est donc sensible à toutes les fluoroquinolones. Si le diamètre est inférieur à 17, elle sera résistante. Il faudra alors tester individuellement toutes les autres fluoroquinolones, principalement la lévofloxacine. Si une ou plusieurs fluoroquinolones sont sensibles ou sensibles à forte posologie, il faudra alors ajouter un commentaire dans lequel on indique le risque élevé de sélection in vivo de mutants résistants et d'échec clinique. Concernant la gentamicine, c'est un aminoside. Pour rappel, son mécanisme d'action, c'est que des aminoglycosides se fixent à la sous-unité 30S du ribosome pour bloquer la synthèse protéique.
Plusieurs phénotypes existent. Il y a tout d'abord le phénotype K, dans lequel il y a la synthèse d'une phosphotransférase. Il y aura alors une résistance isolée à la kanamycine. Il y a également le phénotype KT, dans lequel on a une résistance à la kanamycine, la tobramycine, via la synthèse d'une nucléotidyltransférase. On a également le phénotype KTG, dans lequel on a une résistance à la kanamycine, tobramycine, gentamicine, par la synthèse d'une acétyltransférase. Ensuite, on passe à la famille des macrolides, lyncosamides et streptogramines. Pour rappel, les macrolides, il y a 3 grands groupes, ceux du noyau à 14 atomes, à 15 atomes ou à 16 atomes, les lyncosamides principalement représentés par la clindamycine et les streptogramines. Il s'agit d'une association de 2 antibiotiques. L'une des associations les plus utilisées, c'est la dalfopristine et la kinupristine. On peut également avoir des associations de pristinamycine ou de virginamycine. Ces antibiotiques agissent par inhibition de la synthèse protéique par fixation sur l'ARN 23S de la sous-unité 50S du ribosome bactérien. Le dépistage se fera à l'aide d'un disque d'érythromycine. Si le diamètre est supérieur à 21 mm, la souche sera donc sensible à l'azithromycine, clarithromycine, roxythromycine. Si celui-ci est inférieur à 21, sera résistant et tous les macrolides devront être testés individuellement. On va donc utiliser un disque de clindamycine. Si le diamètre est inférieur à 22 mm, la souche sera résistante. Si celui-ci est supérieur à 22, la souche sera sensible. Mais attention, il faut chaque fois regarder est-ce qu'il y a la résistance inductible via la mise en évidence du D-test. C'est-à-dire que l'on va observer un antagonisme entre la clindamycine et l'érythromycine. Et attention, car même en cas de résistance inductible, les souches peuvent être rendues sensibles à la clindamycine et à la spiramycine. Si le D-test est positif, il faudra mettre dans le compte rendu un commentaire sur le risque de sélection de mutants résistants et d'échec clinique. Donc voici la mise en évidence du D-test si l'on trouve un antagonisme entre le disque d'érythromycine et de clindamycine. Enfin, pour les streptogramines, une petite subtilité, c'est que l'on va placer un disque de kinupristine dalfopristine qui va permettre d'indiquer la sensibilité de la pristinamycine. Si le diamètre d'inhibition est inférieur à 21 mm, la souche sera résistante. S'il est supérieur ou égal, la souche sera sensible. Attention, comme je viens de le dire, ne pas rendre kinupristine dalfopristine dans le compte rendu, mais bien la pristinamycine. Pour toutes les souches résistantes, par diffusion, ce sera à confirmer par la détermination de la CMI. Donc juste un petit tableau sur les principaux mécanismes de résistance acquis aux macrolides et les apparentés chez les coques Gram+. Ensuite on passe aux linésolides et au chloramphénicol. On va s'intéresser aux oxazolidinones. C'est une famille comprenant le linésolide et le tédisolide. Et ici une subtilité, c'est qu'on doit regarder le disque de chloramphénicol et de linésolide en même temps. S'il y a un diamètre d'inhibition supérieur à 18 mm autour du chloramphénicol, le linésolide peut être rendu après une incubation de 20 heures. Cependant, si le diamètre du chloramphénicol est résistant et que la souche est sensible au linésolide, il faudra quand même prolonger l'incubation du linésolide jusqu'à 44 heures pour détecter les résistances de bas niveau. Ensuite, les souches sensibles au linésolide sont aussi sensibles au tédisolide. Cependant, les sensibilités au tédisolide doivent aussi être déterminées pour les souches résistantes au linésolide. Donc, c'est-à-dire que si une souche est résistante au linésolide, il faudra à tout prix tester le tédisolide. Ensuite, nous avons la famille des cyclines, qui représente principalement tétracycline, doxycycline, minocycline, hervacycline et tigécycline. Le dépistage se fera à l'aide d'un disque de tétracycline à 30 microgrammes. Si le diamètre est supérieur à 22 mm, la souche sera donc sensible à la doxycycline et à la minocycline. Si celui-ci est inférieur à 22 mm, la souche sera donc résistante. Il faudra alors tester les autres tétracyclines individuellement à l'aide de la CMI. Enfin, nous avons les autres antibiotiques représentés par l'acide fusidique, rifampicine, les sulfamidés et trimethoprim. Donc voici les différents diamètres critiques. Et maintenant, on peut se poser les questions, qu'en est-il des lipopeptides et des glycopeptides? Ils sont très demandés par les cliniciens car la vancomycine est donnée en alternative au Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. C'est une famille comprenant la vancomycine, dalvabancine, oritavancine et telavancine. Le dépistage se fera via la CMI de la vancomycine, et si plusieurs situations peuvent se produire, si la CMI est inférieure à 2 mg par litre, la souche est donc sensible. Concernant les résistances, il y a 3 phénotypes de résistance, soit le phénotype GISA, qui correspond à Glycopeptide Intermediate Staphylococcus aureus, qui est synonyme de VISA pour vancomycine intermediate Staphylococcus aureus, si la CMI est supérieure à 2. Il y a également le phénotype hétérogisa ou hétérovisa,
c'est lorsqu'il y a une population hétérogène, c'est-à-dire des souches qui sont résistantes et d'autres sensibles, et on a une grande partie de la population dont la CMI est supérieure à 2 mg par litre. Enfin, on a le phénotype VRSA, dans laquelle on peut avoir des CMI qui sont supérieures à 16 mg par litre. Mais attention aux contaminations. Ici, un exemple de souche hétérogisa. On voit ici une asymétrie de zone d'inhibition qui correspond à une souche hétérogisa. Concernant les glycopeptides, si une souche est sensible à la vancomycine, elle sera alors sensible aux autres lipoglycopeptides. Si la CMI est supérieure à 1 mg par litre, il faudra alors mettre un commentaire évoquant le risque d'échec thérapeutique. Pour illustrer cette présentation, on va faire des exercices. Un exercice assez simple. La première chose à faire lorsqu'on est en présence d'un antibiogramme est de bien maîtriser les différentes classes des antibiotiques. Et on a tout d'abord les bêta-lactamines, avec la PNIG qui est une benzylpénicilline et l'ampécilline qui est une pénicilline du groupe A. On a ensuite l'oxacilline qui est une péni-M résistante aux pénicillinases des staphylocoques. Ensuite, on a une aminopénicilline associée à un inhibiteur de bêta-lactamase. Et enfin, on a les céphalosporines. Alors, est-ce que c'est possible ou pas possible? Il faut regarder d'abord toutes les résistances. On a la PNIG qui est résistante, donc on suspecte un phénotype pénicillinase, mais maintenant, est-ce que c'est possible ou pas? En fait, comme on vient de le dire, si c'est un phénotype pénicillinase, elle doit être résistante à toutes les bêta-lactamases. Donc ici, il y a un problème, l'ampécilline doit être caractérisée résistante. Pour rappel, les bêta-lactamines touchées par la pénicillinase sont les péni-A, péni-V, péni-G, carboxypénicilline et uridopénicilline. Ici, deuxième exemple, on a la péni-G qui est résistante, l'oxacilline qui est résistante, ici l'amox plus un inhibiteur de bêta-lactamase résistant, l'imipénem sensible, la vancomycine qui est un glycopeptide sensible, et le linezolide qui est une oxazolidinone qui est sensible. Alors ici, on va d'abord regarder toutes les résistances. Il faut déterminer de quel phénotype il s'agit. Il s'agit du phénotype METI-R, donc c'est une SARM. Et on sait très bien que les SARM sont également résistants au carbapénem, donc il y a une erreur. Ici, la souche doit être caractérisée résistante. Alors ici, troisième exemple, on voit la PNIG qui est résistante, l'oxacilline aussi, la kanamycine, tobramycine, gentamicine avec Tobra résistante. Ici, on voit les quinolones, uniquement l'ofloxacine qui est résistant, et ensuite on voit les glycopeptides qui sont sensibles. Maintenant, il faut savoir de quel phénotype s'agit-il. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est ce phénotype qui est juste impossible. Il s'agit du phénotype KT, donc la kanamycine doit être catégorisée résistante. Alors maintenant, on va regarder les quinolones, peut-être que vous l'avez vu, mais on a dit que lorsque on est en présence de l'ofloxacine qui est résistante, tous les antibiotiques doivent être catégorisés résistants. Ici, il y a donc une erreur. Et enfin, on a un exercice un peu différent. Donc ici, pouvons-nous déduire la sensibilité des antibiotiques? On va tout d'abord regarder toutes les bêta-lactamines. On voit la PNIG qui est résistante, et on voit l'oxacilline et la cefoxétine sensible. On suspecte donc un phénotype pénicillinase. La PNIG sera donc résistant et l'amoxicilline également. Concernant ceftriaxone et imipenem, ils ne sont pas touchés par les pénicillinases, elle sera donc sensible. Maintenant, concernant les aminosides, la gentamicine qui est R, il s'agit donc d'un phénotype KTG. On doit donc catégoriser kanamycine, tobramycine résistant. Enfin, concernant les quinolones, si la norfloxacine est sensible, toutes les quinolones seront sensibles, la lévofloxacine également. Maintenant, un autre type de question, la souche est-elle sensible à l'association amoxicilline-acide clavulanique? On a dit qu'il s'agit d'une souche pénicillinase, donc c'est donc sensible, c'est vrai. Concernant l'amicacine est apparentée à la kanamycine, elle sera donc résistante. Ensuite, la ciprofloxacine, il s'agit d'une quinolone, elle sera donc sensible. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu dans le même domaine. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Merci beaucoup.